À ce jour, l'affaire Emily Meng est l'un des cas criminels les plus discutés au Danemark. Résolu récemment après des années. Il implique un tueur en série en liberté, priant et commettant des actes horribles sur de jeunes filles. La nouvelle de ce crime contrastait fortement avec le taux de criminalité statistiquement bas du Danemark, où les citoyens aiment généralement profiter de la nature, de la paix, et il y a même un mot danois pour décrire ce sentiment douillet et confortable que l'on ressent en s'asseyant près d'une cheminée avec un bon livre, Hygge. Du pays qui est le berceau de l'ego, on ne s'attendrait pas à un crime aussi choquant. Mes excuses à l'avance si j'ai mal prononcé des noms danois. Allons-y. Le dimanche 10 juillet 2016, à 1h du matin, Emily Meng et ses amis se préparaient dans leur sous-sol pour une soirée à Slagelse. Les deux venaient de terminer leurs premiers examens de l'année au gymnase de Slagelse et voulaient en célébrer le début des vacances d'été. Leur plan, prendre un court trajet de la gare de Kursu à Slagelse et passer une soirée amusante en ville. Au début, Emily portait des baskets Puma bleues, un t-shirt et un jean serré, mais plus tard, elle a changé pour un haut en dentelle à manches longues noires pour la soirée. Un ami masculin les a rejoints et ils sont allés à Slagelse. Ils ont passé une partie de la nuit au café Chicha. Emily, qui avait également été heureuse et pétillante plus tôt, semblait soudainement distraite après avoir reçu des messages Facebook d'un garçon qu'elle voyait. Selon ses amis, ils se disputaient et il y avait une incertitude quant à leur relation. Ce désaccord a affecté son humeur. Plus tard, le groupe a mangé chez McDonald's. Emily et sa meilleure amie marchaient un peu derrière les autres, parlant toujours de la situation avec le garçon qui lui avait dit qu'il ne voulait plus la voir. Emily était clairement bouleversée. Tout au long de la soirée, Emily et ses amis ont été polis et courtois. Il n'y avait aucun signe de consommation d'alcool ou de drogue, ni cette nuit-là, ni dans la vie d'Emily en général. Emily était connue pour être végétarienne, une personne qui se souciait profondément des animaux. Ses amis la décrivaient comme une personne gentille et réfléchie, une fidèle de l'église qui chantait dans la chorale. En fait, elle avait l'église à 9h30 le lendemain. Après un repas chez McDonald's, les 4 amis ont pris le train pour Korsu. Le trajet en train de Slagelse à Corsair dure seulement environ 9 minutes. Ils se sont assis sur des sièges pliables dans l'allée, l'un d'eux appelant un taxi pendant le trajet. Emily a essayé de charger son téléphone presque déchargé dans le train. À l'origine, il était prévu que leur ami masculin passerait la nuit chez Emily car il habitait plus loin. Mais Emily a changé d'avis, préférant rester seule ce soir-là, sûrement à cause de la dispute survenue plus tôt. Quand Emily et ses amis sont arrivés à la station Corsair à 3h53 du matin, ils lui ont demandé plusieurs fois si elle voulait venir avec eux en taxi. Mais Emily a refusé, disant qu'elle voulait rentrer à pied seule tout en écoutant de la musique. Malgré la batterie faible de son téléphone, Emily marchait souvent pour gérer ses émotions. Quand elle était contrariée, elles aimaient faire de longues promenades avec ses écouteurs. Un ami a plus tard expliqué pourquoi. Quand nous étions en colère, tristes ou contrariés, nous allions marcher en écoutant de la musique. C'était la seule chose qui aidait. Le trajet du retour faisait seulement 1,8 miles. Ils étaient inquiets de la voir marcher seule, mais se rassuraient en pensant « Nous sommes passés à côté d'elle en taxi et la dernière chose que nous avons vue, c'est qu'elle continuait à marcher sur le chemin. » Je pensais que rien n'arriverait. Ici Corsair, quasi rien à signaler ? Ce matin-là, Hélène, la mère d'Emily, est montée dans sa chambre pour vérifier son état. Elle avait une répétition de chorale d'église prochainement. Mais, à sa surprise, Emily n'était pas dans sa chambre. Hélène a tout de suite appelé sa fille. Le téléphone n'a pas sonné. Le texte est resté non lu. Inquiète, Hélène a appelé une des amies d'Emily, Sarah, qui était sortie avec elle la veille. Le cœur de Hélène s'est serré quand Sarah a dit qu'Emily était rentrée seule à pied. Des frissons glacés lui parcoururent le dos, a-t-elle dit. Elle a immédiatement craint qu'il soit arrivé quelque chose de terrible à sa fille. Emily était une fois allée seule à Copenhague et n'était pas restée en contact pendant un certain temps. Parfois, elle avait juste besoin d'espace pour se vider la tête, surtout quand elle était contrariée, comme elle l'avait été cette nuit-là de la dispute avec le garçon. Hélène a pensé que peut-être Emily était allée à l'église tôt, mais après avoir vérifié avec l'église Saint-Paul, ils ont confirmé qu'Emily n'était pas venue. Cela ne lui ressemblait pas. Elle était du genre à toujours respecter ses engagements. À 11h49, la famille avait contacté la police et déposé un rapport de personnes disparues. L'alarme déclenchée, la communauté était passée à l'action. Des bénévoles et la police locale fouillent la région à la recherche d'Emily. Malgré tous leurs efforts, aucune trace d'elle n'a été trouvée.
La police a interrogé les amis d'Émilie et tous les témoins de la gare cette nuit-là. 2 jeunes hommes qui étaient dans le même train qu'Émilie se souviennent l'avoir vue pendant le trajet. L'un d'eux l'a reconnue par son apparence. Après être tous descendus du train, l'un des hommes s'est arrêté près d'une haie pour verser de l'eau. Alors qu'il se tenait là, Émilie est passée regardant son téléphone. Elle était concentrée sur son téléphone, a dit l'un d'eux. Peu après, les hommes ont été pris en charge par une voiture et ont aperçu Émilie une dernière fois se dirigeant vers Stabelsweg. Cela correspondait à ce que les amis d'Émilie avaient dit à la police. Son meilleur ami a dit que la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle jouait avec son casque avant de se détourner. Elle se souvenait avoir pensé qu'elle ignorait ce qui lui était arrivé. Émilie a continué à envoyer des textos à ses amis jusqu'à ce que la batterie de son téléphone meure vers 4h03 du matin. Après cela, il n'y a eu aucun autre signal de son téléphone. Le trajet de retour d'Émilie n'était pas filmé par des caméras de surveillance. Elle avait emprunté un chemin de gravier désert menant loin de la gare vers Corsu. Le chemin traverse une zone vallonnée et mène à un tunnel de l'autre côté de l'autoroute. De l'autre côté se trouve une maison de retraite Sulbakan dotée d'une caméra de surveillance orientée vers la route. Denis, l'ingénieur chauffagiste de Solbakken, a déclaré aux médias locaux que la caméra fonctionnait et filmait la route le 10 juillet 2016, mais Émilie n'est jamais apparue sur les images. Cela a mené à une conclusion alarmante. Si Émilie a suivi le chemin comme l'avaient dit ses amis, elle n'a jamais dépassé le tunnel. Malgré l'inquiétude grandissante, les bénévoles et la police locale ont continué à chercher, mais aucune trace d'Émilie n'a été trouvée. La disparition d'Émilie Meng a effrayé tout le Danemark. Les parents récupèrent désormais leurs enfants directement lors des sorties ou leur donnent de l'argent pour les taxis afin d'assurer leur sécurité lors du retour. Un groupe local appelé les Corbeaux de la nuit a commencé à patrouiller près de la gare à vélo après que des rapports ont fait état de jeunes hommes approchant des filles dans la région. La police a reçu plusieurs tuyaux les conduisant à enquêter sur 3 suspects. L'un était un camionneur de 33 ans et un autre, un homme de 67 ans dont la maison a été fouillée 5 fois, bien que ni l'un ni l'autre n'ait conduit à une percée. Un des voisins d'Émilie Meng a commencé à se méfier d'un homme de 67 ans nommé Finn Peterson après avoir entendu des bruits étranges provenant de la maison. 2 fois, la police a fouillé sa maison, mais ils n'ont trouvé aucune preuve le liant à la disparition d'Émilie. Finn n'est plus considéré comme suspect. L'attention s'est alors portée sur un camionneur de 33 ans de Kolding nommé Amel. Il a été arrêté le 30 août après qu'un ancien ami a signalé sa réaction suspecte au cas d'Émilie. La police a fouillé la maison d'Amel, saisi des appareils électroniques et enquêté sur un site d'excavation près de chez lui, mais ils n'ont rien trouvé. Le passé criminel d'Amel impliquant un mineur, combiné à son travail de chauffeur de camion qu'il a ensuite amené à travers le pays, en a fait un suspect attrayant. La police était persuadée d'avoir trouvé le coupable et l'a arrêté, mais Amil a clamé son innocence. Il a affirmé que la police l'avait injustement ciblé, ne vérifiant même pas son alibi. Lorsque les enquêteurs ont finalement vérifié les données Global Positioning System de son camion, il s'est avéré qu'il était hors du pays lorsqu'Émilie a disparu. Amil a été libéré, mais pas avant que les preuves n'aient causé à lui et à sa famille un stress significatif. Sans preuves supplémentaires, les 3 suspects ont finalement été disculpés de toute implication dans l'affaire et après 5 longs mois de recherches et d'enquêtes, la famille d'Émilie était désespérée. La pression sur la police pour résoudre l'affaire a augmenté alors que les pistes se tarissaient et que la frustration du public grandissait. Sous cette pression, la police a émis 3 théories possibles. La première, qu'Émilie avait décidé de fuir et de commencer une nouvelle vie ailleurs ou qu'elle avait été impliquée dans un accident de la circulation et enfin qu'elle était devenue la victime d'un crime violent. Alors que l'espoir diminuait, une ligne d'assistance confidentielle a été créée pour permettre aux témoins de partager anonymement des informations. La famille d'Émilie offre aussi une récompense de 200 000 couronnes pour toute information menant à la retrouver. La police a fouillé plusieurs fois la gare de Corsair et les environs, mais chaque recherche s'est avérée infructueuse. Ils ont aussi examiné plus de 50 000 relevés de téléphones portables de la nuit où Émilie a disparu. Il n'est pas clair si cela a produit des pistes, mais aucune dépense n'a été épargnée dans la recherche. Drones, chiens policiers et plongeurs ont été déployés pour tenter de la retrouver. Les enquêteurs ont même partagé des détails avec Interpol, spéculant qu'Émilie aurait pu être enlevée et emmenée de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. L'affaire a déclenché une frénésie médiatique à travers le Danemark et des recherches à grande échelle ont été organisées dans toute la ville. Les forêts, les lacs et les zones côtières ont été fouillés par des bénévoles dans ce qui est devenu le plus grand effort de recherche bénévole de l'histoire du Danemark.
Des centaines de personnes ont rejoint la recherche pour trouver Emily. Initialement, certains croyaient qu'Emily avait peut-être eu un accident en rentrant car elle devait traverser un canal. Malgré des recherches approfondies à Corseux et ses environs, aucun résultat n'a été obtenu. Quelques objets, comme un sac et une chemise déchirée qui ressemblaient à ceux d'Emily, ont été découverts lors de ces recherches, mais ils se sont avérés sans rapport. Des affiches avec le visage d'Emily ont été placardées dans des lieux potentiels, y compris à Copenhague, dans l'espoir de trouver et de générer des pistes. Avec l'avancée de l'été, il devenait évident qu'un acte répréhensible était impliqué. Il n'y avait aucun signe qu'Emily avait fui ou établi une nouvelle identité et aucune raison pour qu'elle le fasse non plus. Elle n'avait aucun motif et n'a laissé aucune trace d'une nouvelle vie ailleurs. La réalité tragique de son sort a commencé à s'imposer. Après des mois, malgré quelques nouvelles pistes et apparitions rapportées, l'affaire reste non résolue. L'affaire s'est refroidie jusqu'à la veille de Noël 2016. Comme si c'était le destin, ou peut-être Emily elle-même cherchant la justice, ce qui s'est passé ensuite a de nouveau envoyé des ondes de choc à travers le Danemark. La veille de Noël 2016, un résident local promenant son chien a fait une découverte macabre qui mettrait fin à une recherche de plusieurs mois pour Emily Meng. Le corps d'une jeune fille a été trouvé submergé dans un petit lac près de Rinomachpaké, Borup, situé à 60 km de la station Corsair où Emily a été vue pour la dernière fois. Cette zone isolée, entourée de mares, de ruisseaux, était loin de l'endroit où tout le monde avait cherché. Le corps était fortement décomposé, ayant passé des mois exposé aux éléments, mais il portait encore des indices le reliant à Emily. Des bijoux et une montre, similaires à ceux qu'Emily portait la nuit où elle a disparu, ont été trouvés sur le corps. Un sac de la chaîne de supermarché Netto a été trouvé à proximité. Il contenait des objets renforçant le lien avec Emily. Une paire de jeans partiellement retournés que l'on pense lui appartenir, un baume à lèvres que ses amis se souviennent qu'elle utilisait fréquemment et un casque correspondant à ce qu'elle avait dit la nuit où elle a disparu. La découverte dévastatrice a été vite confirmée. C'était Emily Meng. Des milliards de personnes se sont réunies pour une veillée au flambeau afin de pleurer la perte d'une fille innocente qui avait touché la communauté. Décrite par tous comme étant gentille et douce, l'absence d'Emily a laissé une marque durable. La police a supposé qu'Emily avait été assassinée peu de temps après sa disparition en juillet, puis abandonnée dans cet endroit isolé, à 40 miles de chez elle. Bien qu'il était impossible de le confirmer à l'époque, comme vous le découvrirez plus tard, il est possible qu'Emily était encore vivante le jour de son enlèvement et aurait pu être sauvée si la police avait enquêté plus rapidement et minutieusement sur toutes les pistes. Mais ce n'est que de la spéculation. Une chose est certaine, la réalité de ce qu'elle a vécu était plus sombre que ce que quiconque avait imaginé à l'époque. La médecin légiste Christina Jacobson a été appelée sur les lieux pour effectuer une autopsie. Lorsque le corps a été trouvé, il avait été dans l'eau pendant au moins 3 mois, probablement plus longtemps. Lors de l'autopsie, l'équipe de Jacobson a fait une découverte troublante. Du ruban adhésif était enroulé lâchement autour du cou et du visage. Après avoir soigneusement enlevé les cheveux d'Emily, il était clair que le ruban avait été sur sa bouche, mais avait glissé. Malgré cette découverte, l'autopsie n'a révélé aucune fracture au cou et aucune blessure externe évidente. La cause du décès n'a pas pu être déterminée à vue, mais Jacobson soupçonnait une suffocation, possiblement due à une obstruction respiratoire. Ils ont été causés de manière interne ou par une pression externe. Une des jambes d'Emily s'était détachée du corps, mais cela a été attribué à l'activité animale pendant les mois où ses restes avaient été laissés à découvert. Malheureusement, l'exposition extensive aux éléments a entravé l'enquête. Plus un corps reste longtemps non découvert, plus les preuves se perdent avec le temps. En réalité, cela entrait la police pendant leur quête de réponse. Par une journée froide, l'église Saint-Paul à Corsair a accueilli des funérailles privées et intimes pour Emily Meng. Seuls ses amis les plus proches et sa famille étaient présents pour dire au revoir à une jeune fille qui, 6 mois plus tôt, était simplement rentrée chez elle en écoutant de la musique, sans savoir que ce serait son dernier voyage. 6 mois après la découverte du corps d'Emily Meng, en juin 2017, la police de Zeeland du Sud et de Falster inférieur a publié les résultats clés de leur analyse technique des images de surveillance prises à la gare de Corsair. Les images, bien que granuleuses et de mauvaise qualité, ont capturé une image sombre d'une voiture de passagers circulant autour du parking de la gare à environ 4h07 du matin le 10 juillet 2016, le jour où Emily a disparu. Après des mois d'analyse des images avec l'aide d'experts, ils ont conclu que le véhicule en question était probablement une Hyundai i30 fabriquée entre 2011 et 2016. Malgré une piste prometteuse, la police restait sous pression croissante.
Ils avaient interrogé environ 650 individus, déposé près de 2000 rapports et croisé environ 400 000 véhicules et données téléphoniques en relation avec l'affaire. Pourtant, ils n'étaient pas plus près d'identifier le meurtrier d'Emily. Ce n'était que le 28 juin 2018 qu'une éventuelle percée a eu lieu. Amil, le chauffeur de camion qui avait précédemment été un suspect principal et qui avait été libéré en raison d'un alibi, a été arrêté à nouveau, cette fois pour l'abus sexuel d'un mineur qui n'avait que 9 ans. L'arrestation d'Amil, suspect principal dans l'affaire d'Emily, a poussé la police à réexaminer son implication. Ils ont mené une autre enquête sur la possible connexion à la disparition et au meurtre d'Emily. Mais encore une fois, il a été écarté. Il a été accusé de crimes graves contre des enfants, ce qui a mené à son arrestation. D'ici 2019, des doutes sur la compétence de l'enquête policière ont commencé à émerger. Un documentaire danois a jeté une lumière crue sur l'échec de l'enquête entourant l'affaire Emily Meng, soulignant les erreurs cruciales commises aux premiers au stade. Le documentaire affirmait que la croyance initiale de la police selon laquelle Emily avait choisi de ne pas rentrer chez elle volontairement avait entravé une enquête objective dès le départ. Cette hypothèse a retardé considérablement la collecte de preuves essentielles, dont les images de surveillance la nuit de sa disparition. Au moment où ils ont commencé à demander des images, beaucoup d'entre elles avaient déjà été floues ou écrasées, en particulier dans des lieux comme la station Corsair. L'un des principaux échecs a été l'accent mis par la police sur la théorie selon laquelle Emily avait quitté la ville en train, malgré le fait qu'elle n'ait jamais été vue sur aucune des caméras de la gare. Les critiques ont souligné qu'aucune image n'avait été collectée au-delà des 30 jours de rétention, période durant laquelle les forces de l'ordre auraient dû agir immédiatement. Des images de surveillance cruciales des environs, notamment d'une maison de retraite et d'une station-service Shell, étaient aussi absentes de l'enquête. Si la police avait vérifié ces caméras dès le début, elle aurait peut-être pu capturer ce qui est réellement arrivé à Emily après son départ de la station. En fait, le documentaire a souligné que la zone avait 4 routes menant loin de la station et 2 d'entre elles se dirigeaient vers Borup, la direction dans laquelle le corps d'Emily a été retrouvé plus tard. Les images de surveillance de l'une de ces routes auraient non pu capturer une camionnette blanche soupçonnée d'être liée à l'enlèvement d'Emily. Maiken Lend Rasmussen, un restaurateur local, a révélé que la police avait demandé ces images de surveillance, mais seulement après 30 jours, moment auquel elles avaient déjà été écrasées. Selon la loi danoise, les entreprises ne sont tenues de conserver les images que pendant 30 jours, il est donc essentiel que la police agisse rapidement pour sécuriser les preuves vitales. De même, une entreprise de distribution de viande le long de l'autoroute E20, 3 caméras faisant face à la route, aurait pu fournir des images claires des véhicules de passage. Étonnamment, la police n'a jamais réclamé ces images qui auraient pu être essentielles pour retracer les déplacements d'Emily ou du véhicule de son assassin. L'ancien chef de la section des homicides, Bent Isagar Nielsen, a souligné que la collecte d'images de surveillance est une procédure standard dans de tels cas et que le fait de ne pas le faire dans les premières étapes peut porter un coup irréversible à l'enquête. Il a critiqué la police pour ne pas avoir immédiatement envisagé un acte criminel. La police a plus tard admis vaguement que certaines étapes de l'enquête n'ont pas été prises dans la phase initiale, en partie en raison de leur hypothèse initiale selon laquelle Emily avait fui. Cette tragique erreur de calcul a peut-être coûté la chance de recueillir des preuves précieuses et potentiellement de traduire plus tôt son meurtrier en justice. La mère d'Emily, Helen Meng, a exprimé sa frustration déclarant que si la police avait pris l'affaire au sérieux dès le début, ils auraient peut-être eu une chance de résoudre le crime. La connaissance que le meurtrier d'Emily était toujours en liberté la hantait tous les jours. En raison de ses négligences et erreurs, l'affaire a finalement été classée sans suite, mais elle n'a jamais été oubliée. Cela a duré jusqu'en 15 avril 2023, le matin du 15 avril 2023, une fille de 13 ans de Kirkerup était en train de distribuer des journaux à vélo. Kirkerup est située à environ 26 km de Corsair, la ville où Emily Meng avait été enlevée 7 ans auparavant. Vers midi, sa mère a essayé de l'appeler, mais son téléphone est resté sans réponse. Inquiète, sa mère et son beau-père, qui vivaient à proximité, ont commencé à conduire autour des Scholtwich à sa recherche. Ils ont été horrifiés de trouver le vélo de Philippa abandonné au bord de la route, avec son sac de livraison jeté de côté et son téléphone partiellement sorti. Paniquée, la famille a aussitôt contacté la police de Lolland Falster. D'après le beau-oncle de Philippa, les officiers sont arrivés en 10-15 minutes et ont lancé une vaste opération de recherche. Le téléphone de Philippa venait de se connecter à une tour de téléphonie mobile à 11h14. Et encore 15 minutes plus tard, mais aucune autre activité n'a été détectée après cela. Les enquêteurs ont déduit que Pippa avait probablement été enlevée entre 11h30 et midi, moment où sa mère avait essayé de l'appeler.
La police a lancé une recherche à grande échelle en utilisant des chiens de piste, des drones et plusieurs patrouilles. Plus tard dans la journée, ils ont lancé un appel public exhortant les résidents de la zone à vérifier toute vidéo de surveillance ou de caméra de tableau de bord pour des preuves potentielles. L'enquête a progressé grâce aux images de sécurité fournies par un habitant du coin. Les images, horodatées à 10h56, montraient un homme de 32 ans nommé Philip West quittant sa résidence à Corsair conduisant sa Hyundai noire. Une surveillance a repéré le véhicule près de Kirkrup 40 minutes plus tard. West a été vu conduisant vers l'est avant de faire brusquement un demi-tour à 11h40, juste quelques minutes avant d'être enlevé à 11h45. Selon le calendrier du procureur, une caméra proche avait filmé en train de passer à vélo exactement à 11h44. Le lendemain matin, le 16 avril 2023, la police a bouclé la maison de West dans le cadre de leur enquête. À 10h57, la police a annoncé publiquement qu'elle travaillait sur l'hypothèse qu'un crime grave avait eu lieu. L'affaire a vite attiré l'attention des médias nationaux, propulsant la petite ville endormie sous les projecteurs. À 14h48, 4 officiers sont arrivés à la maison de West à Corsair. N'ayant pas reçu de réponse à la porte, ils ont brisé une vitre et se sont préparés à entrer par la force. Au moment d'entrer, Philip West est apparu à l'intérieur, vêtu seulement d'un t-shirt et de sous-vêtements. Il a été immédiatement maîtrisé, plaqué au sol et menotté. Dans la maison, les officiers ont mené une recherche rapide. Dans une pièce faiblement éclairée, ils ont découvert qu'elle était ligotée et bandée les yeux, mais vivante. Les officiers ont rapidement travaillé pour la calmer, lui répétant qu'elle était en sécurité avec la police. Ils ont confirmé son identité et ses liens ont été retirés. La police a contacté sa mère pour l'informer. Après 27 heures de terreur, elle était en sécurité. Plus tard dans l'après-midi, la police a tenu une conférence de presse à 3 heures de l'après-midi confirmant l'arrestation de Wes en lien avec son enlèvement. Dans ses déclarations à la police, elle se rappelle avoir été heurtée par derrière par un véhicule et menacée de mort par le conducteur si elle n'obéissait pas. Selon l'acte d'accusation, Wes l'a forcée à monter dans le coffre de sa voiture et l'a emmenée chez lui. Elle a été retenue en captivité, les yeux bandés, dans une pièce sombre. Une recherche médico-légale de la maison de Wes a révélé plusieurs détails troublants. Les enquêteurs ont trouvé des fenêtres couvertes de stores et des barricades de fortune sur la porte du patio, ainsi que des emballages de nourriture éparpillés dans la pièce où Fagba avait été retenu. L'historique de recherche de West a révélé que, pendant la captivité de 27 heures de Fagba, il suivait obsessivement la couverture médiatique de sa disparition. Il a effectué 28 recherches liées à l'affaire sur des sites d'actualité et a surveillé le groupe Facebook de la personne disparue. Sa première recherche a été enregistrée à 19h le jour de l'enlèvement, seulement 7 heures après que Fagba a été kidnappé. Sa dernière recherche a eu lieu 21 minutes avant que la police n'entre chez lui. Les similitudes entre l'enlèvement de Fagba et le cas non résolu d'Emily Meng ont incité la police à examiner si Welch aurait pu être impliqué dans les deux affaires. Le 24 avril 2023, les enquêteurs ont commencé à réexaminer le passé de West et ont découvert qu'il possédait une Hyundai i30 blanche similaire au véhicule aperçu près de la gare de Corsair la nuit où Emily a disparu. West avait été interrogé lors de l'enquête initiale sur la disparition de Meng car son véhicule correspondait à celui vu sur les images de surveillance, mais il avait alors été écarté des suspects. Depuis, sa voiture avait été vendue à une famille slovaque en 2021, mais la police danoise a pu la localiser et la saisir en Slovaquie pour une analyse plus approfondie. De plus, la police scientifique numérique a révélé que Wes avait supprimé de grandes quantités de contenu illégal de ses appareils, dont une grande partie impliquait des mineurs. Les enquêteurs ont également découvert qu'en 2022, West avait fourni un échantillon d'acide désoxyribonucléique dans le cadre d'une demande de la police à environ 1400 anciens propriétaires de Hyundai i30. Bien que son acide désoxyribonucléique ne corresponde à aucun des échantillons prélevés sur la scène de crime d'Emily Meng, les procureurs pensent que cela est dû à la difficulté d'obtenir un échantillon clair de ses restes. Autre preuve liant West à l'affaire Meng, ses relevés téléphoniques ont montré un comportement suspect le 9 juillet 2016, la veille de la disparition d'Emily. West avait fait plusieurs achats, y compris des chaînes, des bâtons de bambou et une seringue à marinade. Cette nuit-là, il a volontairement éteint son téléphone, une tactique qu'il réutiliserait lors de son enlèvement. Un témoin, un automobiliste, a signalé avoir vu un homme près de Rhein-Markspalke avec un coffre ouvert, luttant pour soulever un objet lourd. C'est le même endroit où le corps d'Emily a été retrouvé 6 mois plus tard. 50 acides désoxyribonucléiques de West ne correspondaient pas aux échantillons de la scène de crime d'Emily, fait intéressant.
Cependant, la police a trouvé du ruban adhésif chez West en 2023 qui correspondait au ruban utilisé sur le visage et le cou d'Emily en 2016. La réapparition de ces détails cruciaux a relancé l'enquête, amenant beaucoup à croire que West aurait pu être impliqué dans les deux crimes, laissant une tache sombre sur la communauté autrefois tranquille de Courseux. Le procès de Philip West a commencé le 14 mai 2024, non pas pour un cas ou deux, mais pour 3 affaires distinctes où il était suspect. Philip a plaidé coupable pour une seule de ces accusations. Dans le cas d'Emily Meng, un technicien en médecine légale a témoigné que l'acide désoxyribonucléique trouvé sur le rouleau de ruban découvert chez Philip West était, avec une probabilité d'1 sur 1 million, une correspondance avec Emily Meng. Non seulement cela, mais la surface de rupture du ruban trouvé sur Emily correspondait exactement au ruban trouvé chez Wes. La défense de Wes a affirmé qu'il avait juste ramassé le ruban pendant sa pause cigarette en conduisant près de l'endroit où le corps d'Emily a été découvert. Selon eux, cela a créé un doute raisonnable suffisant pour remettre en question l'affaire. Alors, que s'est-il passé pour Emily pendant son enlèvement ? Pour tenter de répondre à cela, nous nous tournons vers une autre fille, une survivante souhaitant rester anonyme. En novembre 2022, juste 6 mois avant l'enlèvement en 2023, une fille de 15 ans du pensionnat du gymnase de Soho est allée se promener pour faire face au mal du pays. Pendant un appel téléphonique avec sa mère, elle a subi une attaque surprise par derrière. Au début, elle pensait que cela pourrait être une farce, mais quand elle a senti l'acier froid d'un couteau et une main la forçant violemment, elle a su que ce n'était pas une blague. Elle a été renversée au sol et l'appel avec sa mère s'est interrompu brusquement. Elle a tenté d'attraper son téléphone pour appeler à l'aide, mais l'agresseur l'a repoussée d'un coup de pied et a continué à la bâillonner. Allongée par terre, son téléphone vibrait toujours. Son père, sûrement inquiet de la coupure brutale, essayait de la joindre. Elle a tenté d'effrayer son agresseur en lui disant que sa mère savait où elle était, mais cela ne l'a pas dérangée. Il a attaché ses mains avec des bandes et a commencé à la traîner à travers le champ. Elle craignait le pire, le viol ou le meurtre. L'agresseur répétait qu'il ne la tuerait pas, mais elle doutait de lui. Durant un instant, le désespoir envahit son esprit. Elle a tenté de saisir le couteau, mais il le lui a arraché des mains. Il a été frappé par le fait qu'il ne portait pas de gants. Ses mains nues avaient touché à tout. À ce moment-là, elle s'est accrochée à l'idée que, si rien d'autre, ils pourront la retrouver grâce à cela. Réalisant qu'elle était seule et sans aide, elle a cessé de crier. Elle se sentait obligée d'accepter la situation. Mais soudainement, il s'est arrêté. Il lui a dit de compter jusqu'à 100. Le cœur battant, terrifiée que ce soit un jeu tordu, elle a fait exactement ce qu'on lui avait dit, comptant à haute voix tout en tendant l'oreille pour entendre ses pas. Après une vingtaine de secondes, elle osa un regard en arrière, il était déjà loin. Saisissant l'instant, elle courut à l'école où ses parents et la police l'attendaient. De l'acide désoxyribonucléique a été prélevé sur les lieux et l'incident l'a profondément marqué. Après cela, elle ne pouvait plus être seule et avait besoin des autres pour se sentir en sécurité. Elle était persuadée d'avoir survécu grâce à l'appel qui avait effrayé l'agresseur. Cet acide désoxyribonucléique, il a plus tard rendu fou Philip West lorsqu'il a été arrêté en 2023. Le téléphone de West était enregistré à proximité de l'attaque à Soho entre 17h52 et 18h33, ce qui correspond à l'attaque qui a eu lieu entre 18h12 et 18h18. Maintenant, revenons à Emily Meng. Il y avait plus de preuves médico-légales liant West à Emily Meng. Ça, K. Willershev et son équipe de l'Institut géogénique ont trouvé de l'acide désoxyribonucléique masculin à l'intérieur des gènes d'Emily. Leurs méthodes avancées ont indiqué que l'acide désoxyribonucléique appartenait probablement à Philip West ou à un proche parent comme son grand-père, son père, son fils ou son frère. Cependant, cette preuve a été contestée, car l'Institut géogénique n'était pas accrédité pour réaliser des tests acide désoxyribonucléique lors de procédures judiciaires. Leur expertise servait généralement aux découvertes archéologiques, pas aux enquêtes contemporaines. Pour la première fois, leur méthode était appliquée à une affaire criminelle majeure comme celle-ci. Des experts médico-légaux de l'Institut de médecine légale ont donné leur avis, affirmant que les résultats ne suggéraient bien qu'un lien avec West et qu'ils ne pouvaient pas le confirmer de manière définitive. Le procureur a présenté un témoin qui prétendait avoir vu une voiture blanche le matin de la disparition d'Emily Meng. Le témoin a vu un homme porter un objet lourd et se rappelle que la plaque d'immatriculation avait un B. West possédait une Hyundai i30 de couleur claire cet été-là. La plaque commençait aussi par la lettre B. Le procureur a aussi indiqué la difficulté d'obtenir des échantillons d'acide désoxyribonucléique de la voiture en 2022. Mais la défense a soulevé des doutes.
soulignant que le témoin avait décrit une berline fermée alors que la voiture de West était une hatchback avec un haillon entièrement fonctionnel. La chronologie ne correspondait pas non plus tout à fait. Le témoin prétendait être passé dans la zone entre 7h30 et 7h45 du matin, mais West avait utilisé sa carte de paiement pour faire le plein à Slalske à 8h11 du matin qui se trouve à 45 km de là. Dans des conditions de conduite normales, ce trajet prendrait 33 minutes, laissant seulement 8 minutes à West pour se débarrasser du corps d'Emily dans le lac. Alors, qui est Philip West ? Philip Patrick West, également connu sous le nom de Kosso Mandel, est né le 30 mars 1991 et il était directeur marketing dans une entreprise à Sohoy. Sa carrière se passait bien. Il possédait une voiture et une maison à Sevensrup, une petite ville de Zeeland. Selon ses amis avec qui il avait vécu à un moment donné, c'était un introverti qui n'aurait jamais eu de petit ami mais qui pouvait parler aux gens, surtout aux femmes s'il avait bu un peu d'alcool auparavant. Il évitait le contact visuel mais sortait toujours avec ses amis. Il décrivait Phyllis West comme une bonne compagne et pensait qu'il était asexué en raison de son apparence et de son évitement de la sexualité dégoûtante. Ses amis ont été choqués d'apprendre son arrestation pour son implication dans l'enlèvement d'une fille de 13 ans. Selon l'accusation, Philip West nourrissait secrètement des fantasmes très sadiques et macabres envers les jeunes filles. Son évaluation mentale, présentée au tribunal le 14 juin, a indiqué qu'il est normalement doué, mais a des traits de personnalité antisociale, bien que pas au point d'être un psychopathe. L'accusation a affirmé qu'il avait des désirs sadiques depuis son adolescence et est considéré, je cite, gravement perverti. L'évaluation a également déclaré qu'il représente un danger significatif pour la vie, le corps et la santé d'autrui. Il a également été documenté que le 14 juin, de grandes quantités de vidéos et d'images de nature extrêmement déviantes, des fantasmes de femmes étant étranglées et pendues, ont été trouvés dans l'ordinateur de Philip Patrick West. Ces images étaient divisées en catégories telles que le porno de la mort, la nécrophilie, la noyade, la pendaison et étaient principalement des images montrant le sort des femmes avec les catégories pertinentes. Ils ont aussi découvert des photos, adresses et indications pour trouver le domicile de vraies jeunes femmes. La cour a également appris que West avait écrit 2 histoires d'un total de 70 pages dans lesquelles des filles de la région de Sohoy sont soumises à privation de liberté, humiliation et abus graves. Le verdict. En juin 2024, Philip West a été reconnu coupable de tentative de viol et de tentative de détention à long terme d'Emily Meng, mais pas pour le viol réel et la privation de liberté à long terme de celle-ci, car la cour a estimé qu'il ne pouvait pas être prouvé que ces actes se sont réellement produits. Cependant, il y avait une intention et donc il a été condamné pour la tentative. West a également été reconnu coupable de privation de liberté à long terme, de tentative de meurtre et de plusieurs agressions sexuelles sur une fille de 13 ans, ainsi que d'une agression sur une élève de 15 ans au secondaire à Sohoy. Enfin, il a été reconnu coupable du meurtre d'Emily Meng et des enlèvements des 2 autres filles. La Cour a souligné que le meurtre et la tentative de meurtre ont été commis avec un mobile sexuel sur des personnes de moins de 18 ans, selon le juge-président. Le président du tribunal, Bo Rasmussen, a ajouté que les crimes étaient marqués par une imprudence particulière et étaient planifiés. Philip West a été condamné à verser des dommages-intérêts totalisant plus de 574 000 couronnes danoises, soit environ 86 000 $ aux victimes et à leurs familles. La mère d'Emily Meng a reçu 140 000 couronnes danoises, soit 21 000 $ américains, et ses 2 frères et sœurs ont reçu 50 000 couronnes danoises, soit 7 500 $ américains. La fille de 13 ans a reçu 295 000 couronnes danoises, soit 45 000 $ américains. Et enfin, l'écolière de 15 ans de Sohoy a droit à 40 000 couronnes danoises, soit 6 000 $ américains. Le 28 juin, Philip West a été condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes. Son avocat a déclaré qu'il ferait appel de la sentence pour un acquittement ou une atténuation immédiatement. Une haute cour examinera cet appel et la date est encore en suspens. Mais à la fin, nous devons nous souvenir des victimes qui ont été lésées par ce monstre, par ce loup déguisé en mouton. Emily Meng a été décrite sincèrement par tous comme une bonne personne et cela nous fait nous demander pourquoi tant de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Philip West, en revanche, est esclave de ses propres désirs sombres et il est très possible que l'appel de son avocat puisse lui obtenir une peine réduite. La mère d'Emily, Hélène, a été très vocale dans son insatisfaction envers le travail de la police, surtout pendant les premières heures. Mais nous devons nous souvenir, en fin de compte, qu'il n'y a qu'une seule personne à blâmer pour tout cela et c'est Philip West. Je dédie cet épisode à Emily Meng en souvenir affectueux.